Alors c'est vrai que l'entreprise, par nature, c'est un acteur économique dont la mission principale, c'est la rentabilité et la pérennité financière. C'est vrai que l'adoption de pratiques sociétales et le fait d'avoir des initiatives qui sont au bien-être du collectif, ça peut sembler un peu en friction avec cette exigence de rentabilité. Nous, on a quand même la conviction qu'elles sont totalement compatibles si on les prend par le prisme de la durée et du long terme. En fait, l'intégration des critères ESG, par exemple, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein des décisions de gestion, c'est une façon aujourd'hui de mesurer le risque financier tout en s'engageant d'un point de vue sociétal. Et donc, ce qu'on fait, nous, chez Mescart, à travers l'investissement socialement responsable, par exemple, la gestion de fonds éthiques, on a vu dans la durée à quel point c'était une façon de conjuguer à la fois l'éthique et la performance. Et donc, une entreprise, finalement, qui adopte des pratiques qui sont durables et qui sont responsables, souvent, dans la durée, on se rend compte que c'est des clients qui vont être plus fidélisés, des talents sur lesquels on est capable de faire de la rétention parce qu'on donne du sens à leur action, et puis c'est aussi une réputation qui permet à long terme davantage de croissance et de développement économique. Ce qui me paraît important de dire aussi, c'est que l'inverse est vrai et qu'on est aussi dans un cercle vertueux parce que quand on est centré sur la création de valeur, on peut aussi réinvestir. Nous aujourd'hui, on a 3 contributions, je dirais, évidentes au faire société. Déjà, on est un employeur responsable. Et donc on donne du sens à chacun, une place, de l'attention, on le valorise. Ensuite, parce qu'on est un acteur local qui est ancré dans les territoires, et donc on est en lien avec des associations, je pense à la Nuit du Bien Commun à Bordeaux ou à Nantes, je pense à la Fondation de la Mer aussi par exemple. Et enfin, on est résolument engagé à travers la Fondation Mescart pour la petite enfance, à travers aussi nos fonds de partage dans lesquels les frais de gestion sont reversés à des associations. Sur la durée, on est très convaincus que le profit et le faire société sont 2 notions qui sont pleinement compatibles. Alors, à mon sens, le télétravail, il contribue au fait de faire société à condition de 2 choses importantes. Le fait qu'il soit complètement choisi et pas subi, et ensuite le fait qu'il soit organisé et qu'il soit un tout petit peu mesuré. Aujourd'hui, les avantages du télétravail, on les connaît, gain de temps, d'efficacité, de productivité, une empreinte carbone un peu diminuée parce qu'on ne prend pas les transports, un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, donc ça veut aussi dire du temps avec ses enfants, du temps avec ses proches, parfois des engagements associatifs qui sinon ne pourraient pas avoir lieu. D'un point de vue employeur, c'est aussi, je trouve, une façon de placer un contrat de confiance au centre de la table dans la relation employeur-collaborateur, parce que télétravail, ça veut aussi dire autonomie et sens des responsabilités, donc c'est une marque de confiance qui me semble très importante. Mais ça pose aussi beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on crée du lien social quand on est à la maison ? Comment est-ce qu'on garde du lien avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec tous ses interlocuteurs internes ? Comment on veille à l'isolement de certaines populations? Comment on fait un télétravail qui soit finalement équitable entre tous? Parce que ça renvoie beaucoup à la situation que chacun a chez soi et donc on a des situations qui sont évidemment bien différentes. Et ça peut aller parfois au détriment du sentiment d'appartenance qu'on peut avoir envers une société et qui est évidemment clé dans sa motivation. Et puis comment on intègre finalement quelqu'un dans une équipe quand on est en télétravail. Donc aujourd'hui chez Mescart, nous on a décidé de se positionner un peu différemment. On a décidé de parler de présence. On a décidé de dire à nos collaborateurs, on va vous demander d'être présents 4 jours par semaine et de façon générale, on préfère travailler sur les raisons qui nous poussent à venir au bureau plutôt que sur celles qui nous tiendraient un tout petit peu éloignés. On a aussi fait un choix d'immobilier particulier. On est dans un immeuble qui nous ressemble, qui nous rassemble, avec un emplacement qui est stratégique dans les villes dans lesquelles on est présent, avec des biens qui ont beaucoup de charme, avec des espaces qui sont personnalisables, personnalisés, avec une place par personne aussi. On refuse d'aller pour le moment vers des dispositifs de flex office. Et puis on a multiplié les espaces de convivialité pour essayer de renforcer ce lien. Et puis on a ensuite mis au centre de la table le rôle du manager. Le manager aujourd'hui pour nous c'est celui qui va être en charge d'organiser
les choses, s'assurer que l'émulation collective est au centre de l'équipe, que le télétravail ne vient pas abîmer la motivation des uns et des autres. Et puis c'est celui qui va organiser, c'est celui qui va dire il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire en télétravail et d'autres qui sont extrêmement adaptées. Donc mettre une réunion très courte sur un sujet technique, ça fonctionne. Traiter ses emails, ça marche. En revanche, résoudre des conflits, embarquer des gens autour d'un projet, etc. Là, ça ne fonctionne pas et donc pour ça, il faut être au bureau. Évidemment, intégrer un collaborateur dans une équipe, ça ne peut pas se faire à distance. Donc, le télétravail, nous, on va le construire et le prendre comme un outil au service de la flexibilité, au service de la confiance qu'on donne à nos collaborateurs. On va surtout s'assurer qu'il repose sur du volontariat, sur le fait qu'il est organisé et sur le fait qu'on passe beaucoup de temps sur ce qui nous donne envie de venir travailler dans nos bureaux. Alors la transparence au sein du groupe Mescart, elle est active à travers 3 canaux principaux. Le premier, c'est la gouvernance. On a des managers et une direction qui est accessible, qui est disponible. Pour vous donner un exemple, on a organisé une dizaine de petits déjeuners entre nos dirigeants et nos collaborateurs et ça, c'est extrêmement régulier. Le deuxième canal qui est extrêmement important pour moi particulièrement, c'est le dialogue social parce qu'on a vraiment à cœur que nos décisions elles soient expliquées, elles soient comprises et qu'on puisse travailler main dans la main. Le dernier élément et qui est peut-être presque le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a fait le choix de l'actionnariat salarié. On a ouvert notre capital et on a un peu plus d'un tiers de nos collaborateurs qui ont décidé de devenir salariés et actionnaires. Et donc, quand on décide de faire de ses collaborateurs des associés, on se doit cette transparence et cette clarté dans la stratégie, dans les actions qu'on va entreprendre. C'est un formidable outil d'alignement des intérêts entre des actionnaires, des dirigeants, des collaborateurs et évidemment aussi des clients. On partage le fruit de la valeur que ça peut créer. Ça nous amène à être aussi un peu plus ambitieux, un peu plus prudent et finalement à être meilleur parce qu'à la fin, tout le monde y gagne. Donc on a une transparence qui est quand même vraiment au cœur de l'entreprise. Quelles limites pose cette transparence ? Je pense que la transparence, elle s'arrête là où la sphère de l'individu démarre. On est sur un métier d'hommes et de femmes. Et donc dès qu'on a un devoir de confidentialité et de discrétion, c'est là que la transparence, je pense, s'arrête, aussi bien en interne avec nos collaborateurs qu'évidemment de par notre métier, qui est un métier basé sur cette confidentialité et sur cette discrétion. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'au sein du groupe, on a une politique active en matière de recrutement auprès de jeunes diplômés, auprès d'alternants et auprès de stagiaires. Et on n'a pas inventé des choses miraculeuses pour organiser les liens intergénérationnels. On a juste la conviction qu'en mettant ces jeunes diplômés aux côtés d'experts qui connaissent leur métier, qui sont extrêmement expérimentés, qui sont seniors, il y a une transmission de savoir assez naturelle qui s'opère et qui d'ailleurs s'opère des deux côtés, parce que, de la génération plus âgée vers la plus jeune et ainsi de suite. Nous, on a une préoccupation d'employeur qui est de réussir à faire que les fins de carrière soient des moments réussis et importants. On connaît les zones de la fragilité que pose parfois cette étape de basculer soit vers un départ en retraite, soit vers d'autres projets. Et on est convaincu que la transmission de savoir et le fait de remettre de l'utilité dans son rôle à ce moment-là, c'est la clé pour que cette transition, finalement, elle soit un peu plus douce et un peu mieux vécue. Pas de process extraordinaire, mais le simple fait de mêler des générations ensemble fonctionne bien. On est aujourd'hui, nous, convaincus d'avoir les meilleurs experts dans nos domaines. Et donc, on s'occupe d'organiser finalement la formation en interne pour que ces experts puissent faire monter en compétence l'intégralité de nos équipes en transmettant leur savoir.